Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 11 avril. Nouvelles affaires de dopage dans le cyclisme amateur. Cette fois, 9 personnes ont été mises en examen, 5 sont en prison, dont 2 anciens coureurs professionnels. Pour encourager la création d'entreprises, le gouvernement débloque des crédits supplémentaires et prévoit d'alléger les charges sociales comme les procédures administratives. Contre les effets du vieillissement, une étude scientifique concernant le comprimé de DHEA confirme son utilité, mais il ne faut pas attendre pour autant des miracles. Le navigateur français Jules Le Guen opéré aujourd'hui à Punta Arenas au Chili. Notre envoyé spécial Jean-Jacques Le Garec a pu le rencontrer auparavant. Et puis cinéma avec le nouveau film de Robert Guédiguian. 4 ans après Marius et Jeannette, il nous propose À l'attaque. Alors ça recommence dans le cyclisme, ou plutôt ça continue chez les amateurs. Une affaire de dopage instruite à Perpignan implique déjà 9 personnes pour usage, acquisition, cession et détention de produits stupéfiants. Les enquêteurs veulent remonter toute la filière. L'un des clubs amateurs les plus importants de France, celui de Lyon-Vaux-en-Velin, est touché. 5 cyclistes, dont 2 anciens professionnels, sont actuellement écroués. Commentaire Olivier Caroff avec Didier Guyot et Philippe Évêque. Pour les cyclistes amateurs, c'est une institution. Le Vélo Club de Vaux-en-Velin, une réputation d'antichambre pour passer chez les pros, des souvenirs plein les murs, des photos des anciens champions. Depuis ce matin, l'un d'eux est en garde à vue, rattrapé par une affaire de trafic de produits dopants. Éric Magnin, triple champion de France, il a stoppé sa carrière en 96, son ancien club est consterné. Je pense que c'est l'appât du gain, l'argent. J'ai le devant de la scène, puis d'un coup, on voit plus vos noms dans les journaux, on voit plus à la télé, puis bon, elle n'a pas du gain, une mauvaise reconversion, du jour au lendemain, je fais plus de vélo, qu'est-ce que je fais? J'avais pas pensé à ça avant, pas fait de formation ou quoi que ce soit, donc je reste dans le milieu et comme je vous dis, je prends un mauvais virage et puis voilà ce qui arrive. Pourtant, il aime le vélo. Ben, je me demande quoi. 3 autres coureurs, amateurs ou semi-professionnels, sont également entendus par des gendarmes venus de Perpignan. Des gendarmes qui ont commencé fin février par un petit flagrant délit au bord d'une route et qui depuis remontent la filière. Étape du jour, une perquisition dans cette pharmacie d'une commune reculée de l'Isère. Depuis le début de l'enquête, on compte 9 mises en examen, des amateurs, quelques professionnels, un réseau présumé, un de plus pour un pouvoir sportif désabusé. Nous nous réjouissons de l'action de la justice, tout en considérant évidemment que ceux qui n'ont pas encore compris que par rapport à ces comportements il n'y a pas de pitié, j'espère qu'ils le comprendront un jour. Les 4 coureurs arrêtés aujourd'hui pourraient être transférés rapidement à Perpignan. Là-bas, un juge d'instruction les attend, bien décidé à trouver les fournisseurs de ces produits dopants quand ce ne sont pas carrément des stupéfiants. Comment doper les créations d'entreprises? Le gouvernement de Lionel Jospin, sensible aux mauvais chiffres français en la matière, a décidé d'encourager la prise de risque et d'abolir prochainement les droits et redevances perçus par l'État. De plus, M. Jospin a insisté sur la création d'entreprises en ligne. Un portail de la création d'entreprises donnera accès à autant de sites qu'il y a de statuts possibles pour l'entreprise. Sur les mesures annoncées par Lionel Jospin aujourd'hui aux États généraux de la création d'entreprises, les explications d'Émilie Lançon. Si à 22 ans, Nicolas Daumont a déjà créé son entreprise, il est presque une exception en France. Depuis les années 90, en effet, le nombre de nouveaux entrepreneurs ne cesse de se tarir. En 99, avec 170 000 entreprises créées, c'est un peu reparti, mais on est encore loin du dynamisme italien, 400 000 créations l'an dernier. Pour mettre un terme à cette situation, Lionel Jospin a annoncé cet après-midi une série de mesures destinées à susciter les vocations. Désormais, l'État ne prélèvera plus un seul centime de taxe sur la création d'entreprises. Fini aussi le parcours du combattant, c'est promis. Les démarches administratives seront simplifiées. On pourra par exemple remplir les formulaires sur Internet directement. Puisque l'un des freins principaux à la création est la difficulté du financement, le capital pourrait être constitué en plusieurs fois. Autre coup de pouce donné aux petits entrepreneurs, la possibilité d'obtenir des prêts très avantageux pour ceux qui travaillent dans l'économie de proximité. Un nouveau fonds public sera également créé, il recevra 1 milliard de francs destinés à soutenir les nouvelles technologies. Enfin, les investisseurs qui décident de miser de l'argent sur les jeunes entreprises bénéficieront d'aménagements fiscaux. Autant de mesures également destinées à faire baisser le chômage.
Le président de Démocratie libérale Alain Madelin qualifie ce soir ces mesures de dérisoires et pas du tout à hauteur de l'enjeu. À ces mêmes états généraux, la ministre de l'Emploi, Martine Aubry, s'en prenait cet après-midi aux banques. Elle juge leur rôle scandaleux, car selon la ministre de l'Emploi, les organismes bancaires ne prennent pas assez de risques pour soutenir les créateurs de richesses de demain. Pour France 2, Jean-Bernard Schmitt et Nathalie Gallet se sont rendus à Friville-Escarbotin. C'était une quinzaine de kilomètres d'Abbeville, dans le Nord. 3 hommes viennent de créer une entreprise de réparation et de vente de motos d'occasion. Ils ont pu vérifier les lourdeurs administratives et les réticences bancaires. Michel au magasin, Bruno le mécano et Philippe le gestionnaire. Tous les trois avaient une même passion, la moto. Ils en ont fait leur métier, ou plutôt leur entreprise. Réparation et vente de véhicules d'occasion. L'activité a démarré il y a 10 jours à peine, dans les environs d'Abbeville. Pour en arriver là, il a fallu franchir bien des obstacles, sans toujours trouver les informations nécessaires. Donc en principe là-dedans, on trouve la marche à suivre. Et vous l'avez trouvé là-dedans? Non. Et la marche à suivre s'apparente à un chemin de croix. Assédic, impôts, assurances ou banques, des mois de procédures administratives, sans compter les aides qu'il faut découvrir soi-même. Nous, on nous avait dit qu'on avait le droit absolument à rien, aucune subvention, aucun prêt. En creusant par nous-mêmes, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir ce prêt à 0% et nous l'avons obtenu. Et la pression est permanente. Les difficultés ne disparaissent pas avec l'ouverture. Il faut penser à l'avenir. Philippe garde d'ailleurs pour l'instant un autre emploi, une sécurité. La personne qui va créer son entreprise seule, bon, oui, intérêt de faire très attention. Disons que la première année, bon, ça va être assez relativement cool, mais deuxième année, troisième année, c'est le rattrapage de charges sur 2 ans, donc c'est la mort, quoi. Pour se simplifier la vie, les entrepreneurs comme Philippe ont quand même des recours. Les chambres de commerce, par exemple, distribuent les conseils et traquent les projets sans avenir. Il est certain qu'il y a un certain nombre de personnes qui se font des illusions et qui ne s'imaginent pas la complexité pour créer une entreprise. Il ne suffit pas simplement d'avoir un projet, il faut également des moyens. Les moyens, Philippe, Michel et Bruno espèrent en avoir assez. Ils ont investi toutes leurs économies, 120 000 francs, une bonne mise de départ. Et ils sont optimistes, ils ont déjà réussi à vendre 6 motos en l'espace d'une semaine. La grève des postes continue à Nice. Les facteurs ont rejeté les propositions de la direction. Il y a toujours blocage à propos des 35 heures. Le maire de Nice, Jacques Perrat, RPR, demande l'intervention du gouvernement. Et puis à la Poste de Lyon, les syndicats ont appelé aujourd'hui les agents à cesser le travail pour protester contre la mise en place des 35 heures. Une rencontre avec la direction de la Poste est prévue demain matin à Lyon. La grève continue également à Dijon, toujours sur les 35 heures, grève des éboueurs employés de la Société économique franco-suisse, mais un système de ramassage des ordures a été mis en place malgré les protestations des grévistes. Dénonçant ces conflits et ces tensions, le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, par la voix de son président, Ernest-Antoine Sellière, demande de nouveau une révision de la loi sur les 35 heures. Et cette demande s'ajoute à une série de propositions du patronat visant à réformer le monde du travail, que ce soit sur les contrats ou sur les retraites. Explication de Nathalie Moisin. Une réunion ordinaire presque banale entre les représentants des syndicats et du MEDEF, tant ils se voient souvent ces temps-ci. La dernière fois, le mouvement patronal arrivait avec une bombe, la proposition de créer des contrats de travail maximum de 5 ans. Hier, plus ouvert, il a écouté les syndicats. Il n'empêche, depuis la première rencontre le 4 février entre patronat et syndicats, le MEDEF donne le sentiment d'orienter les débats sur l'assurance chômage ou les retraites par exemple. Maintenant, il n'y a qu'eux qui font des propositions. Ben oui, mais les propositions sont des propositions de remise en cause. Nous avons là-dessus une position réservée, une position attentiste. On ne dit pas qu'il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas réformer, qu'il ne faut pas améliorer. On est tout à fait d'accord. Mais si c'est pour nous proposer quelque chose en deçà de ce que nous avons, on fait de la résistance, c'est clair. Il n'y avait plus de négociations interprofessionnelles dans ce pays depuis 2 ans. Et nous voilà repartis à un niveau sans précédent. Alors il est vrai que la globalisation de toutes ces négociations a de quoi surprendre, mais ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins à satisfaire. Une année de discussions programmées, une petite révolution, si l'on se souvient qu'il y a encore quelques mois, le MEDEF refusait toute idée de négociation. Je crois que le MEDEF a réussi à placer la négociation sur son terrain et sur le type de procédure qu'il a choisi, c'est-à-dire des groupes de travail. C'est aussi un succès pour les syndicats, parce que le MEDEF ne voulait pas négocier nationalement et qu'il y est venu.
Un partout pour la première manche donc, mais les vraies discussions sont à venir. Car si tout cela débouche à la fin de l'année sur un échec, tout le monde se retournera alors vers l'État que le patron des patrons cherche aujourd'hui à écarter du jeu. Les prix à la consommation ont grimpé en France de 0,4% au mois de mars. Cette légère hausse est due à la montée des cours du pétrole. Sur les 12 derniers mois, la hausse des prix est de 1,4%. L'alliance annoncée comme imminente de Renault et du suédois Volvo dans le secteur des poids lourds, comme l'achat par la compagnie scandinave SAS de 22 Airbus, a servi la visite officielle du président Chirac en Suède. Il s'est réjoui de telles perspectives devant des hommes d'affaires suédois et français à Stockholm, avant de donner une sorte de programme de l'action de la France à partir du mois de juillet, lorsque celle-ci présidera l'Union européenne. Reportage à Stockholm de nos envoyés spéciaux Philippe Boisserie et Jean-Paul Chausset. Il est l'homme de toutes les convoitises et de toutes les interrogations. Leif Johansson, PDG de Volvo, va-t-il s'allier à Renault dans le domaine des camions? Après un déjeuner et une réunion avec Jacques Chirac, le mystère demeure. Le président de la République disait que cela ne le regardait pas, mais qu'il le souhaitait. Leif Johansson est d'accord, en général. Nous avons besoin, nous les compagnies européennes, d'avancer ensemble à travers les frontières de l'Europe pour créer de grands groupes européens compétitifs et je suis absolument favorable à ce que cela arrive. Et la signature d'un contrat de 22 Airbus par la compagnie suédoise SAS tombait pour le mieux lors du discours de Jacques Chirac devant les chefs d'entreprise. J'ai regardé avec émotion le stylo en or que m'a montré le président de la SAS à l'occasion du déjeuner aujourd'hui, avec lequel avait été signé cet accord. Ça aussi, c'est une contribution à une Europe dynamique, moderne, forte et unie. Le président de la République n'a pas voulu s'en tenir à ce décompte mercantile. Devant le Parlement, pour la première fois ouvert à un chef d'État français, il s'est livré à un discours-programme sur la présidence française à venir de l'Union européenne. Élargissement, renforcement des institutions, louange de l'euro, mais aussi volonté affichée de faire progresser durant ces 6 mois l'Europe sociale. Pas question donc pour Jacques Chirac d'opposer l'Europe des chefs d'entreprise à l'Europe sociale, mais au contraire de les concilier. Et ce qui est valable pour l'Europe, l'est a fortiori pour la France. Ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Chartres, en Eure-et-Loire, concernant 2 chirurgiens de l'hôpital de Châteaudun. L'enquête devrait établir si les 2 hommes, qui entretenaient depuis plusieurs années un différend, ont commis une faute ou une négligence susceptible d'expliquer 3 décès dans cet hôpital. Enquête Dorothée Cochard, Nabila Tabouri et Luc Bachofen. 3 morts suspectes, 2 chirurgiens suspendus, mais pourquoi? Difficile de savoir ce qui se passait réellement derrière les murs de l'hôpital de Châteaudun. La dernière enquête administrative fait état de dysfonctionnements graves dans le service de chirurgie, dossiers incomplets, absence de suivi des malades, retard dans les soins. Le procureur adjoint vient d'ouvrir une information judiciaire. Après une visite ou une opération, il ne remplissait pas tout de suite après l'opération, voire le lendemain, mais tout de suite, le compte-rendu opératoire. Ce qui fait que le chirurgien, qui intervenait 2 ou 3 jours après, le chirurgien de garde qui n'avait pas opéré, ne connaissait pas la situation exacte du malade. À l'origine de l'affaire, la mésentente entre 2 chirurgiens, les docteurs Bozidarevic et Ali. Une mésentente qui confinait à la rivalité, à tel point que les 2 chirurgiens et une anesthésiste avaient déjà été entendus par l'ordre départemental des médecins au mois de février. Ces 2 chirurgiens avaient chacun une très forte personnalité, qu'il y avait des frottements qui existaient, comme ça peut arriver parfois, mais on ne se doutait pas du tout que ça pouvait prendre avoir une telle évolution. De son côté, l'agence régionale d'hospitalisation avait déjà mené plusieurs enquêtes internes. Pour résoudre le conflit, elle recommandait de mettre le service sous la coupe d'un 3e chirurgien. Nous cherchions un chirurgien compétent ayant l'autorité nécessaire pour pouvoir faire travailler dans de bonnes conditions les 2 chirurgiens qui viennent d'être suspendus. Tâche fort difficile, la mésentente entre les 2 hommes faisait fuir les candidats potentiels. Ce soir, il est encore trop tôt pour dire si les 3 morts désignés comme suspects sont effectivement dus à la rivalité entre les 2 hommes.
C'est une horrible affaire criminelle que tentent d'élucider les enquêteurs de l'Ariège 3 jours après la découverte du corps d'Océane, une petite fille de 2 ans retrouvée noyée à Pamiers. La mère de l'enfant a été mise en examen pour complicité d'assassinat. Un ami de celle-ci a été écroué pour assassinat et viol à la maison d'arrêt Saint-Michel de Toulouse. Mais cet homme nie tout en bloc. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. 30 heures de garde à vue pour une déclaration difficile. La mère d'Océane savait que son voisin de camping voulait tuer son enfant depuis qu'il lui avait dit une semaine auparavant « Je vais te libérer ». La petite fille de 2 ans paraissait un obstacle entre elle et lui. Pascal Fauqui ne reconnaît qu'une chose, son amour pour la jeune femme. Il nie l'assassinat et le viol d'Océane, ou s'il a commis les faits, il n'était pas conscient, dit-il. Des précisions apportées par le procureur de la République pour qui l'enquête n'en est qu'à son début. On ne sait toujours rien sur le déroulement du drame. Seule certitude, Océane jouait avec une autre petite fille quand elle a disparu. Elle est morte noyée. Elle a subi des violences sexuelles. L'assassin présumé n'a pas d'antécédent judiciaire. Installé au camping depuis 6 mois, employé près de Pamiers comme électromécanicien, il est connu comme un homme discret. La mère d'Océane est décrite comme une jeune femme en grave difficulté sociale. Tous deux ont été incarcérés à la maison d'arrêt Saint-Michel à Toulouse. En Corse, à Ajaccio et Bastia, interpellation de 11 personnes soupçonnées d'être proches ou militantes du Front armé révolutionnaire corse, le FARC. Le FARC avait récemment annoncé qu'il différait ses actions militaires pour permettre un règlement politique global. Et puis une seconde opération de police et de gendarmerie a permis l'arrestation de 8 autres personnes et la découverte d'armes, d'explosifs et de documents administratifs falsifiés. En Tunisie, la police fait évacuer les locaux d'une maison d'édition. Cette maison d'édition à Tunis, où le journaliste tunisien Taoufik Benbrik est en grève de la faim. Hier, nous relations cette protestation, cette grève de la faim de Taoufik Benbrik, correspondant entre autres du journal La Croix. Depuis, les téléphones ont été coupés. Taoufik Benbrik proteste contre le refus des autorités tunisiennes de lui délivrer un passeport. En Bolivie, les principales voies de circulation sont sous le contrôle étroit de l'armée. Celles-ci s'affrontent depuis plusieurs jours avec des milliers de paysans protestant contre soit des projets de privatisation des eaux, soit de répartition des terres. Le dernier bilan des violences depuis samedi est de 6 morts et 40 blessés. Commentaire Anne Poncinet. Tout a commencé par un projet de réforme du système de l'eau. Et samedi, après une semaine de blocage de routes et de manifestations, l'armée envahit le siège du syndicat de paysans opposé à ce projet. Et rapidement, c'est l'escalade. Samedi après-midi, le gouvernement décrète l'état de siège. Une vingtaine de dirigeants syndicaux sont assignés à résidence, mais les affrontements se poursuivent. Hier encore, malgré l'interdiction de manifester, 10 000 paysans se sont rassemblés à Cochabamba. Ils refusent de payer l'eau qu'ils utilisaient jusqu'à présent gratuitement et réclament une meilleure répartition des terres. Le gouvernement bolivien accuse, lui, les trafiquants de drogue d'organiser l'agitation. Depuis le retour de la démocratie en Bolivie en 82, tous les présidents ont eu recours à l'état d'urgence. Pour Hugo Banzer, au pouvoir depuis 3 ans, c'est la première fois. On dirait que Banzer se croit encore dans le passé, quand on pouvait sortir dans la rue avec les tanks, les mitrailleuses et les armes. C'est plus le cas maintenant, on vit dans un pays démocratique. Le président bolivien, lui, justifie sa décision par le risque du chaos. Car en plus des manifestations paysannes, le pouvoir a dû faire face à une mutinerie de certaines unités de police qui réclament de meilleurs salaires. Ce soir à Washington, rencontre américano-israélienne. Le président Clinton s'entretiendra avec le Premier ministre israélien Ehud Barak et il recevra le 20 avril prochain Yasser Arafat. Mais aucun progrès décisif dans les négociations de paix n'est attendu. D'ailleurs, M. Arafat juge M. Barak bien pire que son prédécesseur, Benjamin Netanyahou. De plus, des travaux de construction de 200 logements supplémentaires dans la colonie la plus importante du Golan ont été approuvés par le gouvernement de M. Barak. Et puis des colons israéliens équipés d'une demi-douzaine de bulldozers ont commencé à aplanir un terrain sur une colline de la colonie de Ephrat au sud de Bethléem pour y construire 350 logements sans autorisation. Au Kosovo, pour la première fois, Bernard Kouchner a pu faire asseoir une représentante serbe à la table du conseil d'administration intérimaire de la province créée par l'ONU. Les responsables serbes du nord du Kosovo, eux, sont cependant toujours hostiles à ce conseil qui est organisé. Pour l'instant, la représentante serbe présente à Pristina se juge uniquement comme une observatrice. Comme prévu, le président algérien Abdelaziz Bouteflika viendra en France au mois de juin, sans doute du 14 au 16 juin, selon des informations de sources françaises non confirmées à Alger.
La version du naufrage du pétrolier Erika due à une fissure mal évaluée, version présentée par la société italienne chargée du contrôle du navire ce matin, n'est pas tout à fait du goût de la compagnie Total, pas plus qu'elle n'est appréciée par les avocats, le défenseur du capitaine de l'Erika. C'était la suite des informations que nous vous révélions dès hier. Aujourd'hui à Monaco, on en a beaucoup parlé. Commentaire Thierry Curtet avec Patrick Fandiot et Valérie Lucas. Les couloirs sont feutrés, le salon cossu. Les 300 armateurs pétroliers réunis en congrès ici à Monaco n'ont pas interrompu l'exposé. Le représentant de la société italienne de certification chargé de contrôler l'Erika est au pupitre. Dans un débat policé, il explique sa version des faits, qu'il exclut de toute responsabilité. Pour l'Italien, c'est une soudure extérieure sur la coque mal réparée qui a lâché et non pas un problème de corrosion de la structure du bateau. Leurs contrôles sont donc hors de cause. Pour Total, l'explication est un peu courte et les conclusions prématurées. Ma réaction immédiate est qu'il me paraît un peu facile et peut-être un peu trop simple de rejeter la responsabilité sur le commandant et sur les hommes, alors qu'il me semble plutôt qu'il y avait quand même un vrai problème de structure et de suivi de ce bateau. Les experts du bureau enquête accident, invités à entendre l'exposé, jugent ce rapport partiel et provisoire. Si l'on suivait ces conclusions, la responsabilité de l'accident incomberait au capitaine indien du navire, qui n'aurait pas su réagir lors des premières fissures. Inacceptable pour son avocat. On vient vous nous expliquer que c'est la conduite du navire qui serait à l'origine de l'événement, alors que l'on sait que sur 9 navires de la même série, 5 ont eu le même problème, alors que le RINA admet lui-même que le navire s'est cassé relativement brutalement. Alors on joue ensuite, on essaye d'interpréter, de forcer les événements pour se justifier. Tout ça est totalement dépourvu de sérieux. Cet homme, ce matin, lui, a préféré garder le silence. Pourtant, il sait tout de l'Erika. Antonio Polara était le gestionnaire du pétrolier. Le propriétaire, lui, n'avait pas fait le déplacement. Ce n'est pas, loin de là, une pilule miracle, une hormone de l'éternelle jeunesse, mais la pilule de DHEA aurait eu sur les organismes féminins plus que masculins un effet significatif contre le vieillissement. Prudence et explications nécessaires avec Jean-Daniel Flézaquet et Nathalie Gallet. Si apparemment tout est calme dans le laboratoire du professeur Beaulieu, le téléphone n'arrête pourtant pas de sonner depuis la publication ce matin d'une étude sur la DHEA, la déhydroépiandrostérone. Administrée pendant 1 an à raison de 50 mg par jour à 280 personnes âgées volontaires réparties entre les deux sexes, la DHEA a produit fort peu d'effets chez les hommes. En revanche, chez les femmes, il y a eu une remontée significative du désir sexuel, une action favorable sur la peau. Hydratation augmentée. Une séborrhée, c'est-à-dire une forme de graisse qui fait la différence souvent entre les peaux sèches des personnes âgées et celles plus tendres, plus douces des personnes plus jeunes. Un épaississement de la peau allant contre l'amincissement qui survient avec l'âge, disons. Toujours chez la femme, la DHEA a eu un léger effet favorable sur l'ose. Mais avec 1 an de recul seulement, le produit ne peut être considéré comme une solution de rechange aux traitements préventifs actuels de l'ostéoporose. Ce n'est surtout pas la pilule miracle. Il faut bien souligner qu'avec ce traitement, on ne va pas rendre des personnes qui sont normales, super normales. Simplement, on pourra s'opposer aux effets du vieillissement chez les personnes qui soit ont des taux très bas, soit ont des risques particuliers vis-à-vis de certaines maladies. La DHEA est vendue librement en magasin aux États-Unis. Les spécialistes français voudraient que la délivrance du produit soit encadrée médicalement chez nous, notamment pour s'assurer qu'il n'existe pas chez les utilisateurs un cancer sensible aux hormones, comme les tumeurs du sein, de l'utérus ou de la prostate, qui pourrait être aggravé par la prise de DHEA. La photographie va peut-être connaître une petite révolution avec une découverte de chercheurs franco-belges qui ont mis au point un support ultra sensible permettant de photographier la nuit. Le grain est extrêmement fin, ce qui accroît la performance dans l'impression des pellicules. Présentation Romuald Bonan et Claude Barnier. Un regard albinos à cause du flash ou encore des visages blafards alors que vous rentrez de 15 jours de vacances. Bref, vos photos sont rarement à la hauteur de vos souvenirs, tout simplement par manque de lumière. Mais grâce à cette potion magique, des scientifiques du CNRS viennent de mettre au point une nouvelle pellicule ultra sensible qui devrait concurrencer la qualité de vos photos numériques. Quelques gouttes du précieux liquide, du formiate d'argent, permettent de doper la sensibilité des pellicules vendues par les grandes compagnies du secteur. Jusqu'ici, les pellicules classiques
sont constituées d'une matière plastique d'abord, recouverte de gélatine, dans laquelle baignent des cristaux sensibles à la lumière. Seulement voilà, dans ce système, seulement 20% de la lumière est capturée pour fabriquer l'image. Mais avec cette nouvelle méthode, le formiate va piéger 100% de la lumière, permettant ainsi d'obtenir une image qui doit être proche de ce que voit l'œil humain. La quantité qu'on ajoute était absolument infime. C'est de l'ordre d'une partie par million, comme nous disons. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une molécule de formiate pour 1 million d'ions d'argent. C'est pratiquement rien, presque rien. Mais ça change tout. Un petit rien qui a intéressé tout de même les industriels du secteur. Car au final, ces pellicules sont 10 fois plus sensibles que les offres standards actuelles. Désormais, il sera possible de photographier sans flash, même avec une très faible lumière ambiante, et sans pour cela obtenir de grains sur la photographie. Zéro lumière, je vais dire non, il ne faut pas faire de photos avec zéro lumière. Mais ensuite, on va pouvoir se contenter d'une intensité de lumière beaucoup plus faible qu'avant. Évidemment, puisque c'est plus sensible. Les premières pellicules sans flash devraient être mises en vente pour les particuliers d'ici 2 à 3 ans. Mais auparavant, d'autres secteurs devraient bénéficier de cette innovation, notamment en radiologie. Grâce à ce procédé, les patients seront 10 fois moins bombardés de rayons X. Du sport, du football à Monaco, on attend avec inquiétude ou intérêt, selon la langue de bois officielle, les décisions fédérales concernant les incidents du match Marseille-Monaco samedi soir. Le joueur argentin de l'AS Monaco, Marcelo Gallardo, de toute façon ne pourra jouer demain contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Il porte encore les traces des coups reçus. Mais Gallardo a contre lui une réputation, allez disons, de talentueuse forte tête. Rappel avec Florent Gautreau, Olivier Gazier et Yann Moine. Difficile de cerner Marcelo Gallardo. Depuis qu'il est arrivé en principauté en juillet dernier, le joueur argentin a beaucoup fait parler de lui, et d'abord en bien. Il faut dire qu'il arrivait du club de River Plate précédé d'une réputation flatteuse. El Muneco, alias le Poupon, a été repéré dès son plus jeune âge grâce à ses qualités techniques exceptionnelles. En face de chez moi, dans la banlieue de Buenos Aires, il y avait un terrain de foot. Je faisais 2 ou 3 matchs par jour, je ne pensais qu'à jouer. Dribbleur surdoué, buteur hors pair, il est sélectionné dans l'équipe d'Argentine pour le Mondial 98 et dans la foulée, il signe à Monaco. Depuis le début de la saison, à chaque rencontre, Gallardo fait apprécier sa technique, son sens du jeu et ses qualités de buteur. Gallardo est adulé par les supporters, félicité par les observateurs, mais il n'est pas apprécié par ses adversaires qui n'hésitent pas à employer des méthodes musclées comme à Lyon le 11 février dernier. Car l'Argentin a la réputation d'être un provocateur qui parle beaucoup et qui fait tout pour faire craquer les défenseurs. C'est des joueurs, je veux dire, perturbateurs sur un terrain qui en plus de leur qualité de footballeur, par leurs paroles et par leurs gestes, font mettre de mauvaise humeur, je veux dire, leur adversaire direct. C'est pour ça que ça faisait 4-5 mois qu'ils devenaient assez arrogants. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, des joueurs comme ça, on ne va pas dire qu'ils payent les pots cassés de leurs gestes et de leurs paroles, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça doit arriver, quoi. Victime ou coupable, Gallardo est aujourd'hui dans la tourmente et à cause des coups reçus à Marseille, il ne jouera pas demain contre Nantes, la demi-finale de la Coupe de France. Gallardo a donc porté plainte contre l'entraîneur adjoint de l'OM, Christophe Galtier. Et puis l'on apprend que l'attaquant italien de l'AS Monaco, Marco Simone, vient également de porter plainte, lui, contre le défenseur marseillais Patrick Blondeau pour menaces, coups et blessures. Et puis d'autre part, en Italie, c'est Zidane qui est suspendu de façon disciplinaire. Le joueur de la Juventus de Turin est suspendu. Il ne pourra jouer contre l'Inter de Milan pour la prochaine journée du championnat d'Italie. Du football, mais il est question de l'autre demi-finale demain de Coupe de France, Calais-Bordeaux, qui sera disputée à Lens. C'est évidemment pour les Calaisiens que le public de Lens aura les yeux de chimène. Les amateurs de Calais seront soutenus par toute une région et de façon quasi familiale, comme l'a constaté Christelle Bertrand avec Frédéric Delarue. À Calais, on n'a jamais douté des ch'tigas du club. Ce soir-là, les joueurs calaisiens disputent un match de leur championnat amateur. C'est une répétition générale avant, comme on l'appelle ici, le grand match contre Bordeaux. Calais est loin des fastes de la première division, alors un tel parcours, c'est inespéré, presque incroyable. Pour tout le club, pour tous les amis, les sympathisants et tout ça du club, ça représente beaucoup. À la limite, on n'arrive pas encore à réaliser vraiment de ce que ça va représenter. Cette demi-finale va renflouer d'au moins 4 millions de francs les caisses vides du club endetté. Le football calaisien n'a jamais vécu une telle aventure. Enthousiasme et courage, voilà ses atouts face à Bordeaux.
l'instant, on est inexpérimenté en la matière, donc on croque à plein dedans dans cette inexpérimentation. Et puis on est très heureux et très fiers de pouvoir jouer un événement pareil, un match pareil. Un match que Grégory Lefebvre a bien failli rater. Plus de peur que de mal, quelques jours sans ballon et sans travail. À Calais, tous les joueurs sont amateurs. Lui s'occupe d'un camping, loin de la folie de la Coupe de France. Ça fait un décrochage parce que ici, je vois pas grand monde. Il y a mes employeurs, mes collègues qui me parlent un peu du match, mais bon, je vois au maximum 10 personnes dans la journée, quoi. Donc ça fait un décrochage, ça fait du bien un peu, quoi, de se retrouver ici. La coupe fait rêver, la coupe rassemble aussi. La boutique des supporters est éphémère, ouverte 10 jours, elle est prêtée, tenue par des bénévoles et dévalisée. Nous on a fait des drapeaux, tout ça, alors j'ai fait ça à la machine à coudre, alors on va mettre tous ces bricoles là-dessus. Vous allez aller au match Oui, tous. On est tous maquillés, déguisés, tout ça. Mais on a eu 35 places. Ouais. On y va tous, la famille complète. Toute la ville est derrière l'équipe et espère que demain soir, le ciel aussi sera ch'ti. Au Chili, à Punta Arenas, les médecins qui soignent le navigateur français Jo Le Guen craignaient encore il y a quelques heures de devoir l'amputer de plusieurs orteils. Une opération chirurgicale est en cours compte tenu du décalage horaire avec le Chili. Notre envoyé spécial, Jean-Jacques Le Garec, nous adresse maintenant son reportage dans l'hôpital de Punta Arenas auprès de Jo Le Guen. Parler parce que ça fait du bien, Jo Le Guen le fera sans discontinuer. À sa mère et à ses enfants, avec le téléphone qui fut son seul lien avec la terre pendant 2 mois. Avec ses médecins, qui lui explique qu'il va perdre une partie de ses pieds. Avec le gouverneur maritime de la province de Magellan, qui a organisé l'opération de sauvetage et qui lui remet une médaille du souvenir. Parler toujours et encore à la presse locale qui suit avec passion l'histoire de l'homme que sa marine a sauvé des eaux. Parler en continuant de plaider pour la planète, pour la propreté des océans, contre la pollution des mers et des esprits. Quand je regardais, quand j'avais mal aux pieds, quand je souffrais beaucoup dans le bateau, je regardais le Pacifique. Ils pouvaient voir que sur mon bateau, il y avait juste marqué Kiwi Blue. Il n'y avait pas marqué machin truc ou machin chose. Parce que je suis un peu désespéré de la manière dont on vit, dont on se poussait la gueule toute la journée, en tout lieu, en tout temps. Quand je vois un petit peu la chaîne humaine qui s'est mise en place pour essayer de me sauver la vie, pourquoi c'est pas comme ça la vie, tout le temps? Pourquoi on passe l'essentiel de notre temps à nous massacrer, et à massacrer notre environnement? À l'hôpital naval de Punta Arenas, tout nouvellement équipé d'un caisson hyperbare, les médecins tentent de délimiter l'importance de la gangrène et de sauver le maximum de tissus vivants. Principalement, il y a 3 doigts du pied droit qui sont en très mauvais état à cause du froid et 4 au pied gauche, pour lesquels on risque une amputation partielle ou totale. La partie supérieure des pieds est plus propre, mais il faut procéder à une investigation sous anesthésie générale de ces parties et un nouveau nettoyage de ces plaies. Le docteur Ross et le docteur Pinochet ont opéré pendant plus de 2 heures, mais il faudra maintenant attendre une dizaine de jours avant d'être certain que la gangrène a été totalement maîtrisée. Cinéma, il y a 4 ans, Robert Guédiguian surprenait et enchantait des millions de Français avec Marius et Jeannette. Robert Guédiguian n'a pas changé, il a choisi un quartier populaire de Marseille pour nous conter le destin d'une famille de garagistes de l'Estac. Son nouveau film, qui sort demain, s'appelle À l'attaque. Pascal Deschamps, Didier Rancœur nous le présente. Ce que ça veut dire, c'est qu'encore une fois, on vient de se faire enculer. Ça aurait pu s'appeler Marius et Jeannette le retour. Pas étonnant que Robert Guédiguian nous donne rendez-vous à l'Idéal Bar, un troquet parisien. Les idéaux, il en déborde, il en vit, il en fait l'essence même de son travail. Comme Marius et Jeannette, les personnages d'À l'attaque sont des gens du peuple qui travaillent et se battent pour une vie meilleure. Mais dans ce film-là, Guédiguian se met en scène en la personne de 2 scénaristes qui élaborent leur film au fur et à mesure devant nous en se posant des questions. Oh merde, depuis quand tu la baises plus, Marthe? Et toi, depuis quand tu cherches à la baiser? Si je t'imagine nue, c'est comme tu étais à 5 ans. Mais comment tu peux m'imaginer avec un zizi de 3 cm? C'est comme ça. Tu trouves pas qu'on parle beaucoup de sexe? Il n'y a que 2 choses importantes dans la vie. La lutte des classes et la sexualité. C'est à la fois des films que je veux pédagogiques et ludiques. Donc en fait, ils pourraient tous s'appeler À l'attaque. Faire un film politique, c'est faire un film populaire. Puisqu'évidemment, si on veut faire de la politique, j'en ai quelques propositions, aussi modestes soient-elles, je veux dire, à présenter. Il faut qu'on essaie de les présenter à un maximum de gens. Il faut quand même un peu de sang. Pas de sang, pas de flics.
Mais pourquoi? Parce que je veux pas. Notre relation, c'est pas vraiment une relation amoureuse. Il s'agirait plutôt d'une amitié érotique. Marthe ne peut pas dire amitié érotique. Écoute Xavier, il y a deux expressions populaires à Marseille. La première c'est va te faire enculer et la deuxième amitié érotique. Et comment vous faites-vous pour être encore d'attaque? Je sais pas, franchement je sais pas. Je me force, hein. Je fais des efforts considérables. Car Robert Guédiguian a pris le parti d'en rire. À l'attaque, c'est happy end sur le Vieux-Port, parce que parfois on peut gagner à force de ténacité et de solidarité. Depuis 20 ans, ce petit coin de Marseille nous donne par pellicule interposée une leçon de bonheur. Vous avez fait quoi? J'ai dévalisé la banque. Voilà, à l'attaque, demain sur les écrans. Et puis je vous recommande ce livre, qui est un livre hommage à Paul Puot, compagnon de Jean Vilar, responsable du Festival d'Avignon, entre autres. C'est l'association Jean Vilar qui propose cet ouvrage sur Paul Puot, intitulé L'homme des fidélités. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées. Tout d'abord, les nouvelles affaires de dopage dans le cyclisme amateur. Cette fois, 9 personnes ont été mises en examen, 5 sont en prison, dont 2 anciens coureurs professionnels. Et puis pour encourager la création d'entreprises, le gouvernement débloque des crédits supplémentaires et prévoit d'alléger les charges sociales comme les procédures administratives. Dans quelques secondes, Patrice Drevet vous dira tout sur la météo de demain. Et puis après le film Stargate, Frédéric Lopez vous présentera Alors Heureux, le dernier journal de la rédaction. C'est à 0h50 avec Florence Duprat. Ce sera suivi du magazine des nouvelles tendances cultes. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Luc Cazette, qui est le président de la CGC. Et puis à 13h, ici même, Carole Gessler et Rachid Arab. À demain 20h. Bonsoir. Merci.